Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Alors, a priori, il devrait y avoir du son et de l'image. Est-ce que ça fonctionne? Sur le chat, pas de diffusion. C'est bon à nouveau? Magnifique, très bien. Bon, ben, on va pouvoir démarrer. Formidable, très bien. Alors, je m'excuse pour ce contretemps. Raphaël, vous nous entendez bien? Oui. Léa, c'est bon? Le son est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Et Anne aussi? Non, ça ne marche pas? Bon. Écoutez, on va retenter pour Anne. Il faut retenter, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire. Il faut peut-être se reconnecter. Il faut peut-être se reconnecter, sortir et revenir. Bon, on va démarrer tout de suite ce webinaire. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, à tous. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence. Donc, le webinaire de ce jour est extrêmement intéressant et prégnant puisqu'il touche à un sujet qui vous touche et qui, je pense, est une problématique peut-être quasi quotidienne pour vous, tout comme peut-être les problématiques familiales, de divorce ou de séparation, tout ce qui a trait aux relations au sein de l'entreprise et notamment à travers le biais des risques psychosociaux. Donc, la question du jour, c'est la suivante, c'est est-ce que cette période de confinement, de déconfinement a accéléré ou va accélérer les risques psychosociaux? Alors, très rapidement, en introduction, durant la période de confinement, des situations spécifiques de risques psychosociaux se sont posées. Les mêmes ou d'autres vont également se présenter, là, en ce moment, cette période de déconfinement. Donc, face à cette crise sanitaire majeure que nous traversons, de très nombreuses entreprises ont notamment eu recours au télétravail. On y est revenu à plusieurs reprises tout au long de ces webinaires. Donc, elles ont eu recours au télétravail pour maintenir leur activité. Et dans ces conditions exceptionnelles, la mise en place du télétravail peut être notamment source de risques et générer des atteintes à la santé et à la sécurité des salariés. Donc, ce confinement prolongé et cette marche forcée vers une organisation en télétravail, en tout cas pour une grande partie des salariés et des agents qui peuvent y avoir accès, ont remis au cœur des débats cette fameuse problématique épineuse de la vie au travail que sont les risques psychosociaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut parler légitimement de risques psychosociaux pendant la période de confinement et aussi pendant cette période de déconfinement où perdure massivement le télétravail? Parce que la plupart des salariés et des agents se plaignent du sentiment d'isolement. Ce sentiment d'isolement qui est souvent associé à un management qui est parfois peu adapté à la situation du travail distanciel, ainsi qu'à une inquiétude palpable face à une situation sanitaire dont l'issue est difficilement prévisible, et bien évidemment aussi au risque de précarité économique, puisque les salariés, plus que jamais, ou les agents se sentent sur la sellette avec ce chômage malheureusement massif. Donc, à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel, les entreprises tentent de s'adapter, mais dans le cadre de cette adaptation, est-ce que on aurait pu penser que les risques psychosociaux étaient tout à fait écartés, puisque l'organisation du travail était tout à fait éclatée, que les gens, je dirais, pour la plupart étaient protégés par leur écran. Alors là, j'aborderai dans la seconde partie de ce webinaire les problématiques de RPS liées aux deux sortes de publics, à ceux qui reviennent en entreprise, qui reviennent en présentiel ou qui sont en contact avec le public, et les salariés et les agents qui, eux, restent en télétravail. Donc, avant de démarrer, il sera intéressant de redonner les grands contours des RPS. On sait tous ce que ça veut dire, mais c'est important sur le plan de la définition exacte, celle que retient les magistrats, de rappeler quels sont les grands contours des RPS. Léa, est-ce que vous pouvez nous les rappeler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, de manière générale, les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, dans les facteurs liés à l'organisation du travail et aux relations de travail elles-mêmes.
Et donc, les risques peuvent concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Donc, finalement, les risques psychosociaux se trouvent à la jonction de l'individu et de sa situation de travail. De manière un peu plus précise, je vais vous évoquer quels sont les types de RPS et quels sont les principaux facteurs. Alors, il y a plusieurs types de RPS qu'il faut distinguer. Alors, il y a le stress provenant du sentiment de ne pas atteindre les exigences ou les attentes demandées, les violences internes commises par des travailleurs, comme les conflits majeurs, du harcèlement moral ou sexuel, les violences internes, qui, elles, sont exercées par des personnes extérieures à l'entreprise à l'encontre des salariés, et le syndrome d'épuisement professionnel. Ces risques psychosociaux peuvent être combinés et interagir les uns avec les autres. Par exemple, une situation de violence interne et du stress chez un salarié peuvent engendrer d'autres tensions avec le reste de l'équipe, qui va provoquer un stress généralisé dans l'entreprise. Alors, pardon, en ce qui concerne les principaux facteurs des risques psychosociaux, on peut retenir 6 axes majeurs. Donc le premier, ce sont les exigences au travail, avec l'intensité et la complexité du travail. Par exemple, des délais et des objectifs manquants qui manquent de clarté, une surcharge de tâches, des interruptions régulières. Le second axe, ce sont les exigences émotionnelles, puisqu'en effet, au cours de son activité, le travailleur peut rencontrer des relations difficiles dans ses tâches ou même avec ses collègues. Ensuite, il y a le manque d'autonomie et de marge de manœuvre, les mauvais rapports sociaux et les relations de travail. Il y a encore les conflits de valeurs et la qualité empêchée, puisque pour un travailleur, le fait de ne pas pouvoir échanger avec ses collègues ou son encadrement sur les méthodes et les objectifs de son travail, c'est un facteur de risques psychosociaux. Et enfin, le dernier axe, c'est l'insécurité de la situation de travail. Donc ça concerne tous les changements de tout ordre, que ce soit la précarité d'un contrat, le retard dans le versement des salaires, ou encore l'insécurité socio-économique. Donc voilà globalement les 6 facteurs de risques psychosociaux. Merci beaucoup Léa pour avoir redéfini ces contours essentiels. J'aimerais reprendre ce que vous avez dit et les implémenter dans le contexte spécifique largement partagé qu'est celui du télétravail actuellement. Donc si on devait reprendre les 6 aspects des risques psychosociaux que vous avez évoqués, si on les copie-colle, je dirais, au contexte de télétravail, on pourrait dire que le télétravail peut générer de manière absolument évidente des risques psychosociaux qui sont de l'ordre du harcèlement ou du harcèlement managérial. On y reviendra à la fin du webinaire avec Raphaël Buchinger qui nous exposera précisément la jurisprudence en la matière. Donc, surtout, restez là parce que ça va être extrêmement précieux pour vous pour accompagner les agents et salariés qui se disent victimes peut-être d'une forme de harcèlement, même dans ce contexte de télétravail. Donc, pourquoi est-ce que le télétravail peut générer une forme peut-être de harcèlement, de stress? Parce que le télétravail aujourd'hui, il est largement imposé. La décision de mise en place a souvent été très rapide, pratiquement sans préavis. Que ce télétravail, pour la plupart des salariés et des agents qui l'exécutent, qui l'effectuent, il se fait à temps plein, sans période régulière de retour au bureau. Ça se fait de plus en plus, mais de manière très, très perlée. Il se pratique nécessairement à domicile ou à celui d'un proche, l'accès aux espaces de coworking et autres tiers-lieux n'étant plus possible. Et il se pratique pour la plupart du temps dans un environnement familial particulier, avec le conjoint également en télétravail, les enfants à la maison qui suivent leurs cours à distance. Donc, quels sont les points de vigilance en matière de télétravail? Eh bien, on les a dit, mais on les reliste parce qu'ils sont extrêmement importants et je me permets de vous les redire de manière didactique parce qu'ils vous serviront de base de contestation auprès d'un chef d'équipe, d'un manager, d'un N+1 ou de l'employeur de manière générale. C'est le risque d'isolement, c'est le risque lié à l'hyperconnexion au travail. Il y a une explosion des sollicitations par mail, la création de plein de nouveaux groupes d'échange, WhatsApp, Zoom, que sais-je, des audioconférences permanentes qui peuvent mettre en difficulté le télétravailleur. S'y ajoute à cela le besoin de se rendre utile, de ne pas se faire oublier. Donc, beaucoup de gens ont tendance à en faire beaucoup plus et cela, on l'abordera aussi avec Anne Trester. Le télétravail aussi pose une problématique en matière de gestion de l'autonomie. C'est-à-dire que le fait de pratiquer un télétravail à temps complet risque d'aggraver les difficultés que peuvent rencontrer certains salariés sur leur organisation personnelle. Ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas eu précisément de coach pour les accompagner, ils n'ont pas d'expérience de télétravail. Pour beaucoup, c'est une nouveauté et pour beaucoup aussi, ils sont moins familiers aux technologies de communication. Enfin, il y a ce fameux
équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qui pose beaucoup de difficultés, le choix des jours de télétravail, les plages horaires permettant d'être seul à domicile, l'aménagement d'un espace de travail spécifique. On est là vraiment au cœur des risques psychosociaux. Et en situation de confinement, partager son espace de travail avec sa famille, avec des charges familiales qui sont chronophages, notamment les gardes d'enfants, l'école à la maison, eh bien cela est générateur de stress que ne peut pas méconnaître l'employeur. Voilà. Donc ça, c'est le cadre des RPS qu'il nous fallait reposer de manière très nette en introduction de ce webinaire. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi de replacer, c'est que nous dit la législation. Quels sont les textes qui définissent la lutte contre les RPS? Et je laisse tout de suite la parole à Léa. Alors, il faut savoir que la prévention des risques psychosociaux est s'inscrit dans une obligation générale de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Donc finalement, c'est le Code du travail et des accords signés avec les organisations patronales et syndicales qui vont venir préciser cette obligation générale. Alors tout d'abord, dans le Code du travail, on peut mentionner les articles L 4121-1 à 5 qui indiquent qu'en tant qu'employeur, il faut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Donc ces mesures, elles peuvent comprendre des actions de prévention des risques, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Alors l'employeur, il a également une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des agissements de harcèlement sexuel, parce que ce sont des comportements considérés comme des formes de violence pour les travailleurs qui les subissent en faisant partie des risques psychosociaux. Autre chose à savoir, c'est que cette obligation de sécurité de l'employeur, c'est une obligation de résultat et non pas de moyens, ce qui veut dire qu'il est impératif de parvenir à l'effet escompté. Ensuite, en ce qui concerne les accords signés par les organisations patronales et syndicales, il y a 2 accords interprofessionnels qui ont été signés à l'unanimité. Donc, un accord sur le stress au travail en 2008 et un sur le harcèlement et la violence au travail en 2010. Et donc, il y a encore un autre accord qui a été signé, cette fois-ci sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle en 2013. Donc, voici les principaux articles du Code du travail, les principaux accords qui régissent la prévention des risques psychosociaux. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que la législation en matière de risques psychosociaux n'a pas changé d'un iota malgré la pléthore de législation qu'on vit, pour beaucoup, peut-être on a subi notamment dans le cadre des libertés d'aller et venir. Mais en tout cas, pour tout ce qui concerne la législation du travail, à part des décrets qui ont mis en place, mis en musique, je dirais, toute l'organisation du télétravail un peu à marche forcée, tout ce qui concerne les RPS, ça, c'est la législation classique. On y reviendra avec Raphaël Buchinger aussi en fin de webinaire avec le document unique qui est extrêmement important en termes d'information et de formation des salariés et qui est propre à protéger l'employeur d'éventuels risques psychosociaux au sein de sa structure. Donc maintenant qu'on a redéfini que sont les risques psychosociaux, qu'on a donné une définition, on va dire, plus précise, on va dire plus orientée en matière de télétravail et qu'on a rappelé la législation, eh bien nous allons tout de suite tenter d'aborder une vision un petit peu concrète, comment on se sort des risques psychosociaux dans ces périodes de confinement et de déconfinement. Et je vais tout de suite donner la parole à Anne. Mais avant de la lui donner, je vais vous passer une toute petite vidéo d'une philosophe du travail que vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre à de nombreuses reprises, soit sur les chaînes d'information ou à la radio. C'est Julia De Funès. Elle est extrêmement intéressante, extrêmement pertinente. Alors, elle a écrit des livres à charge contre, on va dire, le mode du travail dans son organisation actuelle. Et son intervention qui dure 2 minutes est très intéressante à écouter. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre d'introduire tout de suite l'intervention d'Anne Trester en termes de qu'est devenu le collectif aujourd'hui en cette période
de déconfinement. Est-ce qu'effectivement, pour certains, eh bien, c'est le bonheur au travail, le management a été dilué, il y a moins de pression, donc moins de risques psychosociaux, ou alors au contraire, on rentre dans un contexte qui est beaucoup plus propice aux risques psychosociaux. Donc, je vous diffuse tout de suite cette petite vidéo et je passerai tout de suite après la parole à Anne Trester pour rebondir. Je trouve que c'est une hypocrisie managériale, c'est-à-dire que le bonheur est une affaire privée et ne doit pas être gérée par des managers. Je trouve que c'est assez tyrannique de prétendre s'occuper géré par des managers. Je trouve que c'est assez tyrannique de prétendre s'occuper sont des emplois fictifs au sens où le bonheur des autres est une fiction, mais pas le bonheur des autres. Pourquoi? Le bonheur est indéfinissable, donc contrairement au malheur, on ne peut pas le définir. Gagner au loto, ça ne suffit pas pour être heureux. Être amoureux, ça ne suffit pas forcément pour être heureux. Avoir des enfants non plus, donc c'est très difficile de le définir. 2, ce n'est pas un état stable. Et 3, il dépend de personnes extérieures au contexte professionnel. Donc vouloir, par l'entreprise, gérer le mieux-être des individus est factice, est une arnaque intellectuelle. Formidable, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de bonnes intentions et de choses engagées pour le bien-être des salariés. Il n'y a jamais eu autant de maladies socio-professionnelles. C'est bien que la gestion de ce bonheur ne va pas. Ce qui est dangereux, ce qui est néfaste, c'est que le salarié qui n'est pas heureux dans sa boîte culpabilise d'autant plus qu'il se dit mais on a tout fait pour mon bonheur. C'est comme quelqu'un de dépressif qui vous dit, à qui vous dites bah, t'as tout pour être heureux, pourquoi tu l'es pas? Ça accumule en plus du malheur, on est doublement malheureux. Dans le livre avec Nicolas Bouzou, ce sur quoi on mise, c'est sur... Alors, je voulais donc vous diffuser cette vidéo précisément pour mettre dans un miroir un petit peu très très contrasté, d'un côté les risques psychosociaux et de l'autre le bonheur au travail. Puisque le bonheur au travail aujourd'hui, bah, je pense que ça doit être votre cas, vous pouvez nous en parler d'ailleurs dans le chat. Il y a énormément de procédures internes actuellement et depuis longtemps contre les risques psychosociaux, ça c'est tout à fait évident, mais vous avez aussi énormément de procédures internes, que ce soit dans les grandes structures privées ou publiques ou dans les plus petites structures, qui concernent le bonheur au travail. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur au travail? Eh bien, on en parle justement énormément en ces temps de télétravail en disant bah, c'est formidable, le télétravail, ça permet aux gens de casser les codes, de casser la verticalité de la subordination entre les managers et leur équipe, etc. Voilà. Alors, ça, c'est un discours ambiant, on va dire, que relaient beaucoup les entreprises pour permettre aux gens de mieux vivre le télétravail. Est-ce la réalité? Comment faut-il penser le collectif aujourd'hui? Je vais tout de suite passer la parole à Anne Trester pour avoir son regard de coach en entreprise. Savoir, c'est est-ce qu'on est dans une zone à risque, dans une zone de turbulence en ce moment, dans cette période de déconfinement qui vient après une période de confinement, qui vient dans une période où le télétravail va clairement se systématiser, même en espérant que la crise sanitaire soit absolument derrière nous. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce qu'il ne va pas y en avoir? Que doit-on faire pour essayer d'éviter les risques psychosociaux sans rentrer, on va dire, dans le juridique et judiciaire d'emblée ou dans des problématiques telles qu'on les a exposées avec Léa en introduction. Anne, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Judith, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, moi, je suis assez contente de pouvoir vous parler de ce sujet-là, parce que d'abord, je suis assez contente qu'on déconfine. C'est tout bête, mais je pense que dans nos vies globales, en tant que citoyens, la reprise, le retour à la normale est plutôt une bonne chose. Après, je suis tout à fait d'accord que cela ne va pas sans question, sans difficulté et sans nouveaux changements, sans nouvelle remise en question. Et du coup, pour répondre un peu à toutes ces questions, moi, j'ai eu envie, en fait, de vous proposer de faire un travail tous ensemble, là, pendant peut-être 10 minutes, parce que je pense qu'effectivement, le collectif peut être une bonne manière de répondre à cette période particulière. Alors, d'abord, sur est-ce que c'est une zone à risque? J'ai répondu en 2 mots, c'est-à-dire que comme tout changement, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Et c'est vrai que moi, je vais privilégier pas mal
une approche aussi à la fois de bon sens, ce qui n'empêchera pas qu'on verra qu'il y a des cas particuliers sur lesquels il faudra prendre du temps, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais j'ai choisi, pour répondre à cette question, effectivement, de privilégier le collectif, parce que ça me paraît extrêmement intéressant, au contraire, une fois de plus, de se dire on a vécu tous ensemble une période extrêmement difficile et que rien que ça crée du lien. Et que plutôt que de reprendre le travail comme si de rien n'était, et c'est là où le risque pourrait être, c'est-à-dire de vouloir mettre les bouchées doubles, de vouloir en faire 4 fois plus parce qu'on n'a pas travaillé comme on le souhaitait pendant 2 mois, là, effectivement, on peut rentrer dans des zones de risque. Mais on voit aussi, donc du coup, je pense que la solution, elle va être d'accompagner ce retour au travail et vraiment de considérer ce qui s'est passé. Et du coup, avant de vous présenter des pistes de solutions, moi j'ai envie de vous proposer, si c'est possible pour tout le monde, d'utiliser le chat et de vous poser 3 questions. J'ai réfléchi à 3 questions et j'ai envie qu'on le vive ensemble. Je n'aurai pas le temps d'analyser toutes vos réponses, mais ce que je ferai aussi, c'est que je regarderai le chat et je vous ferai une synthèse que Judith vous enverra par mail pour que vous voyez aussi comment, tous ensemble, en partageant nos expériences, en cherchant des solutions ensemble, on peut finalement déjà avoir peut-être un sentiment, enfin vous me le direz, mais peut-être un certain sentiment de confiance, de partage, donc de cohésion. Et aussi comment on peut avoir plein de solutions assez informelles, en tout cas pas forcément venues soit de la direction, soit des gens qui sont habilités à penser, et que cette mise en commun, elle me paraît hyper intéressante. Donc les 3 questions que je vous propose, auxquelles je vais vous proposer de répondre. La première, c'est qu'on se prenne 1 minute, pas plus. Je vais prendre le chronomètre parce qu'on est 47 là. Donc 47, je ne peux pas prendre trop de temps, il y a 2 intervenants. Mais je vous propose de me dire, là, avec quelques mots, quelques phrases, si on devait faire un retour d'expérience sur cette période de confinement, quels sont les points positifs? Alors, je sais que la question n'est pas facile parce que je parle de points positifs et que là, on est au cœur des RPS, donc à particulier difficulté, mais je trouve que c'est intéressant aussi. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que la question est claire pour tout le monde? Je vais l'écrire. Donc, si vous pouviez faire un retour d'expérience sur les points positifs de cette période de confinement d'un point de vue professionnel, d'accord? Également d'un point de vue personnel, mais essentiellement d'un point de vue professionnel. Selon vous, est-ce qu'il y a eu des points positifs? Alors, je vous donne 1 minute, il est 14h30, top départ. Si vous pouvez continuer à commencer à… Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez la question, je l'ai envoyée. Si vous pouviez faire un retour sur les points positifs, quels seraient-ils? Alors, positif. J'ai Zora qui répond plus de partage en famille et absence de temps de trajet. Tout à fait. Ça, je pense que ça a été… voilà. Le temps libéré sans transport. Super. Rapprochement avec les collègues. Alors, vous voyez, ça, c'est intéressant parce qu'on nous dit toujours télétravail. Télétravail, c'est de la distance, des grands risques RPS, mais il y a quand même eu énormément de solidarité. Et moi, je le comprends ça parce que je l'ai vu dans d'autres entreprises où les difficultés qu'on a traversées ensemble ont créé de la solidarité et ont créé surtout des nouvelles solidarités. C'est-à-dire des choses qui n'existaient pas auparavant. Je continue. Lucie, alors, la prise de recul sur notre façon de travailler. Ça aussi, je trouve que c'est effectivement un point positif. Parce que c'est ce qui nous permet, ce qu'on appelle, vous savez, ce qui crée, je pense, pas mal de stress, par exemple, c'est souvent la sensation d'avoir le nez dans le guidon, d'avoir jamais le temps de penser à ce qu'on fait. Et effectivement, ce temps de déconfinement nous a permis, à pas mal de personnes de prendre du recul. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a en fait, voilà, en moins d'1 minute, énormément de choses qui sont des points d'appui. Et déjà, merci à vous toutes, parce que je vais vraiment prendre le temps de faire la synthèse de ça pour qu'on puisse la partager. Mais de ce que je lis, surtout, le premier point que j'ai envie d'échanger avec vous, c'est vous voyez que sur une situation qu'on vit toujours sur un mode dramatique, sur un mode négatif, l'intérêt du retour d'expérience, pour moi, il est double. C'est-à-dire que chaque équipe prenne le temps avec ses salariés, avec son équipe, de passer 1 heure. Il n'y a pas besoin de passer 3 jours. Ça ne va pas désorganiser un service. Il s'agit de prendre 1 heure pour que chacun puisse ensemble s'écouter, partager et dire à la fois les points difficiles, mais surtout aussi les points positifs.
Et une des suggestions que je fais, c'est effectivement que je pense enfin, une des suggestions, c'est vraiment de prendre le temps de faire ce partage d'expérience et de construire sur tous les points positifs, parce qu'il y en a. Et vous verrez que dans ces points positifs, il y a aussi de la souplesse, il y a de l'innovation, il y a de la créativité, il y a de l'intelligence collective, en fait. Et c'est tout ça que je vous encourage à poursuivre. Alors, deuxième question, ça va être, d'après vous, je ne sais pas pour parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont déjà rentrés, pas encore? Est-ce que pour certaines, ça va se faire? Comment vous voyez, à travers les axes qu'on a vus du RPS, d'après vous, quels sont les risques liés au retour sur le lieu de travail? Comment vous, mesdames, messieurs, vous le percevez? Quels sont les enjeux? Et là, de nouveau, on se prend une petite minute pour chatter là-dessus, pour que vous nous disiez un petit peu les enjeux, d'après vous, de ce retour au travail, les difficultés cette fois-ci. Je vous fais travailler aujourd'hui, hein, je suis désolée. mais alors, les craintes, c'est encore plus de travail qu'avant. Ça, je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Ça va être tout qui va tourner autour de l'organisation du travail, cette tendance qu'on va avoir à vouloir compenser, à vouloir en faire plus. Oui, également, c'est vrai, de revenir du lien qui était un lien peut-être plus intime, parce que pas formel, à revenir à un lien plus social. Ça aussi, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, alors ça, c'est clair qu'en termes de stress pour tout le monde, ça va être un sujet, c'est la reprise des transports dans de mauvaises conditions. Je pense que ça, c'est quelque chose moi, que j'ai beaucoup entendu. C'est-à-dire la crainte des salariés de se retrouver dans des transports bondés. Certes, les nouvelles concernant le Covid sont positives, mais c'est vrai que c'est quand même, on n'en est pas au stade où on peut se dire qu'on peut se retrouver dans un wagon bondé et arriver tranquillement au travail. Donc ça va être un vrai sujet. Je ne vais pas pouvoir y répondre maintenant, mais c'est sûr, ne pas pouvoir aller au contact des salariés en entreprise. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est pour ça que dans les solutions collectives, je pense qu'il est extrêmement important de favoriser la reprise du lien sur le site. C'est-à-dire qu'effectivement, l'anxiété suite à ce traumatisme et à la peur et à l'inconnu qu'a généré le Covid, je pense que les managers en particulier, mais pas seulement vous en tant qu'assistante sociale, au niveau de votre propre service, au niveau du CSE, il va y avoir, je pense, la possibilité de penser peut-être des réunions, peut-être pas à 500 personnes au début, mais en tout cas favoriser le lien, c'est-à-dire en fait s'entraîner à pratiquer la distance sociale et s'entraîner à retrouver du lien direct. Parce que ça, je pense que vous avez tout à fait raison. Le port du masque pendant les entretiens, alors, ouais, ça peut être une difficulté. Alors, voilà, vous voyez, on a plein de choses. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a des choses qui sont de l'ordre des craintes, d'accord? Et du coup, ce qui va être intéressant dans chaque service, c'est de lister et de classer toutes ces peurs, toutes ces difficultés. Et on va voir qu'on a différents types de difficultés. On a des difficultés qui vont toucher clairement aux aspects sanitaires. On va avoir des difficultés qui vont toucher à l'avenir de l'entreprise. Parce que, comme vous dites, le problème de la surcharge de travail, elle est surtout en lien avec une vraie inquiétude derrière, qui est quelle est la situation de mon entreprise et à quel point à quel point l'entreprise a été atteinte par les difficultés actuelles. Vous voyez? Donc ça, c'est la deuxième question à laquelle je vous ai proposé de répondre. Et merci pour vos réponses. Et enfin, la dernière question. Une fois qu'on aurait listé ça, là, on n'a pas le temps de le faire, on est d'accord, je vous fais un espèce de raccourci de ce travail collectif, mais pour que vous voyez à quel point ce n'est pas compliqué, vous pouvez chacune d'entre vous vous y atteler. La dernière question que je vous poserai, c'est effectivement les questions qui apparaissent là sur le slide, c'est, d'après vous, quel type de solution on pourrait mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux liés au retour au travail? Et là, je vous ai listé quelques thèmes que je pourrais développer si on a le temps, mais si vous avez encore un peu d'énergie et de concentration pour me dire, par rapport chacun au sujet que vous avez évoqué, aux difficultés que vous avez entrevues, quelle pourrait être, de manière assez simple, une solution qui permettrait
de résoudre et de répondre à ces enjeux. Alors, bien sûr, les consignes sanitaires, ça va être important, je pense, la communication. Ça va être de recréer du lien, tout à fait, Madame Pinon, exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour recréer du lien? Une alternance de télétravail et de présentiel, tout à fait. Ça, je pense que la souplesse, parler autour de son vécu, exactement, c'est ce que j'évoquais en tout début d'intervention. C'est l'importance de témoigner parce que, en fait, les difficultés, ça peut nous éloigner, parce que ça crée de la souffrance, mais j'ai envie de faire un parallèle qui est quand même peut-être un peu osé, mais quand on est dans un couple, une difficulté, ça peut souder ou au contraire, ça peut séparer un couple. Et tout dépend de la capacité à en parler et à pouvoir se soutenir. Donc là, oui, j'ai envie de dire que le fait de pouvoir en parler, moi, une des grandes craintes que j'ai aujourd'hui pour le retour au travail, c'est le retour au travail comme si de rien n'était. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'une entreprise apprenante, elle doit être capable de digérer le traumatisme et la difficulté du Covid. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Garder 1 à 2 journées par semaine en télétravail, moi, je pense que c'est très bien. Voilà. Et donc, Judith, si vous m'autorisez, je peux encore avoir une petite minute. Je vais retourner simplement sur les slides. Alors, pour faire peut-être une synthèse, un peu rapide certes, mais m'en voulez pas. Moi, je vous ferai la synthèse. Attendez, voilà. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est ça, c'est n'oublions pas que dans n'importe quelle épreuve, il y a des points positifs. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans un discours qui soit seulement « c'est horrible ». Et souvent, c'est un peu la dramatisation de ça qui amène aussi à ce que les gens s'enferment dans une solution, enfin dans une situation dans laquelle il n'y a pas de solution. Vous voyez cette espèce de déprime, d'anxiété, de difficulté émotionnelle qui fait qu'on ne voit pas de solution. Et à l'inverse, en proposant aux gens de réfléchir ensemble aux aspects positifs, ne serait-ce qu'à une chose, il y a des gens qui ont continué à travailler malgré le confinement. Rien que ça peut donner de la fierté, un sentiment d'utilité. Voilà, vous voyez cette idée autour de ça, c'est-à-dire ne pas laisser la personne se construire une histoire d'échec, de dramatisation. Ça ne veut pas dire qu'on occulte celle qui existe, mais en tout cas, au niveau collectif, aller plutôt dans un discours positif. Ça, c'est une première chose. Et la slide suivante, voilà, je peux y aller toute seule. Ne pas reprendre comme si de rien n'était. Avant de retourner au travail, prenez un temps d'échange et de partage. On a vécu des choses et on a sûrement des choses à se dire. Invitez les autres, tous les services et les équipes avec lesquels vous êtes en contact à faire ce travail-là et pourquoi pas ne pas partager les solutions envisagées. Ce faisant, vous allez donner encore plus de force au collectif. Ce que je résumerais en disant en fait qu'il faut communiquer, tirer le bilan de cette retour d'expérience et enfin utiliser la force du collectif pour finalement remettre de la souplesse et de l'innovation. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses positives et que le grand risque, il est de reprendre le business as usual. Donc au contraire, essayons d'en faire une occasion de grandir et de faire les choses mieux pour plus de bonheur et du coup, moins de problèmes, j'espère. Voilà. Merci en tout cas à toutes parce que vous avez, ça sera une synthèse hyper riche que je vous adresserai. Merci beaucoup Anne, temps éminemment précieux qu'on aurait bien volontiers laissé perdurer, mais voilà, le temps imparti est en cours, il nous reste 20 minutes. Mais en tout cas, voilà, Anne vous enverra, elle fera une synthèse de toutes vos pistes de réflexion dans le chat. Donc, ce qui m'importait là, c'était vraiment de faire intervenir Anne, pas du tout en termes bisounours, cucu les petits oiseaux, oui, on peut trouver des solutions, parce que oui, précisément, sans tomber dans un côté bonoritude, tout va bien se passer, etc., eh bien, on peut éviter de tomber dans les extrêmes, soit d'un côté la dramatisation un petit peu que dessine Julia de Funès, que vous avez pu entendre et aussi vous pourrez réécouter son intervention dans l'onglet vidéo, où elle dit que finalement tous ces discours-là sont un petit peu
sont un petit peu fake, sont un petit peu pipeaux. À l'inverse, vous avez d'autres personnes qui vous disent bah non, c'est merveilleux, ça va être une occasion de changement. Et bien là, Anne Trester nous a dessiné quelque chose en touche impressionniste, extrêmement intéressante. Et comment dire, les pistes énoncées par Anne, c'est précisément des pistes que vous pouvez utiliser dans le cadre de rendez-vous quand vous accompagnez des agents et salariés pour éviter d'aller droit dans le mur en disant voilà, je suis bien harcèlement managérial, le télétravail, ça marche pas du tout, etc. Il y a plein de phases, d'étapes par lesquelles on peut passer pour éviter justement de rentrer dans le dur, je dirais, dans le juridique, dans le judiciaire. Alors, ce dur-là, on va l'aborder immédiatement. Comment est-ce que ça se passe dans les faits, quand les tensions, malheureusement, ne sont pas résolvables par des méthodes de coaching ou d'intelligence collective, comment est-ce que ça se passe? Donc, je rappelle très rapidement ce que nous a déjà dit Léa en introduction, c'est que le Code du travail, c'est les articles L 4121-1 à 5 du Code du travail. Vous les avez dans l'onglet des documents ou files, si c'est en anglais. Si c'est en anglais, pardon. Simplement, si vous pouvez me dire par chat si vous avez maintenant la possibilité de télécharger ces très précieux documents que nous avons pris le temps de formaliser pour vous donner l'accès le plus pertinent à toute l'information. Alors, donc, ces articles L 4121-1 à 5 du Code du travail prévoient des actions de prévention, d'information, de formation et la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Ça, on y a fait assez référence à l'occasion des précédents webinaires. Je rappelle ce qu'a dit Léa, il s'agit là d'une obligation de résultat pour l'employeur. Ce qui fait que, a priori, les agents ou les salariés qui se plaindraient de harcèlement, de stress au travail ou que sais-je, ou d'une mauvaise organisation de leur travail, a priori, théoriquement, on pourrait dire bah, c'est super, la loi leur donne une latitude extrême pour intervenir puisqu'il s'agit d'une obligation de résultat, d'une obligation de l'employeur. Et ces obligations légales sont appuyées aussi, comme l'a dit Léa, par de nombreux accords qui ont été signés depuis 2008, 2010, 2013 et tout récemment. Donc voilà, il y a des principes généraux de prévention. Maintenant, est-ce que ces principes généraux de prévention qui constituent un cadre sur lequel l'employeur doit absolument s'appuyer pour mettre en place une démarche de prévention, est-ce que ça permet d'éviter les risques psychosociaux actuellement? Donc, les risques psychosociaux qui ne peuvent pas être évités, ce sont les risques qui sont liés à l'organisation du travail actuellement, soit comme je l'ai dit en introduction, pour les personnes qui doivent reprendre leur travail en présentiel et qui sont en contact avec le public, et notamment avec toutes les normes de distanciation sociale qui incombent à l'employeur, l'obligation du port du masque, etc. Donc là, il peut y avoir effectivement un stress légitime eu égard aux conditions sanitaires et vous avez toutes les difficultés liées au télétravail, comme on l'a dit. Donc, par rapport à toutes ces modalités d'organisation du travail qui sont susceptibles d'exposer les agents ou les salariés aux risques psychosociaux, l'employeur doit d'abord, à titre préventif, et ça, je vais l'aborder extrêmement rapidement, parce que ça, j'imagine que toutes les structures dans lesquelles vous travaillez vous le proposent. Ce sont des procédures qui permettent de planifier la prévention en définissant des priorités à court et à moyen terme, la mise en œuvre d'actions de prévention sur des volets techniques, organisationnels, humains, des consultations individuelles éventuellement avec les RH ou avec vous-même, assistants sociaux, notamment voilà, quand on est face à des situations difficiles, des instructions qui sont accessibles et ces instructions, notamment concernant la prévention des risques psychosociaux, elles doivent être intégrées dans ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques, dit DUER, qui est obligatoire pour l'employeur depuis le 5 novembre 2001. Donc voilà, donc ça c'est un document qui doit être à la disposition de tous les agents et les salariés que vous accompagnez, puisqu'ils décrivent par le menu détail tous les axes de prévention qui concernent l'employeur, notamment le niveau d'intensité du risque. Et il est extrêmement important, et ça, retenez-le bien, c'est une base légale sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour mettre en avant un risque psychosocial, c'est que ce fameux document unique doit avoir été mis à jour depuis la période de confinement et même de déconfinement. Et s'il ne l'a pas été, c'est une faute pour l'employeur parce que cette mise à jour
elle est absolument incontournable. Bien évidemment, ce document unique d'évaluation des risques, il doit être consultable par tous les agents et salariés au sein de vos structures. Alors, pour enchaîner sur après donc la prévention, quels sont les risques concrètement pour les métiers en contact avec le public, puisque c'est beaucoup attardé sur les salariés et les agents qui sont en télétravail. Alors, ce qui est extrêmement important dans ce cadre-là, c'est de rétablir le rôle, la place des instances représentatives du personnel, le dialogue social sur la santé et la sécurité. Les IRP, comme on les appelle, les instances représentatives du personnel, sont plus que jamais au cœur de ce processus de prévention des risques psychosociaux. Il faut absolument ne pas renoncer à les contacter. Alors, concernant les particularités qui visent, alors on a beaucoup parlé du personnel soignant ou médico-social, mais ça peut être aussi toutes les professions qui sont en contact avec le public, susceptibles, on va dire, de vivre avec la peur d'avoir contracté ou de contracter le Covid-19. Il y a des modalités préventives à prendre en compte. Est-ce que Léa, vous pouvez nous en toucher 2 mots très rapidement? Oui, alors en ce qui concerne donc tous les métiers qui ont été donc en première ligne, que ce soit par exemple les professionnels de santé, puis toutes les caissières, les personnes qui travaillent dans les magasins, cette période elle a pu être galvanisante puisque leur mobilisation était remarquable au niveau de la rapidité, du dévouement. Mais cependant, la charge de travail et l'implication psychologique ont également été vraiment très intenses. Donc, il y a 2 points qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est prendre en compte la difficulté vécue pendant la crise sanitaire, notamment pour un retour d'expérience à organiser au sein des équipes pour faire un bilan, reconnaître les difficultés rencontrées avec le personnel, mais aussi donc valoriser de nouvelles façons de faire qui ont pu être mis en place. Et également donc les cadres de proximité et les directeurs de structure qui vont, on le pense, être sollicités. Donc, il y a quelques pistes d'action qui sont possibles. Donc, au-delà d'organiser régulièrement les réunions d'équipe, valoriser, reconnaître les efforts du personnel, renforcer les compétences en gestion de crise des directeurs d'établissement, anticiper une récidiviste de la crise sanitaire surtout. Dans les regroupements d'établissements, il faudrait renforcer le soutien des directeurs par les services supports, que ce soit au niveau juridique, financier ou psychologique. Également, très important, prévoir une information rassurante en direction des patients, des résidents et de tous les usagers de services, finalement. Et puis, recourir aux psychologues des établissements ou des structures qui accompagnent habituellement les patients, les usagers, les familles. Donc, voilà rapidement quelques pistes d'action qui sont possibles pour essayer de limiter au mieux ces risques. Merci beaucoup, Léa. Donc, maintenant qu'on a abordé la partie préventive, que ce soit pour les personnels qui sont en contact avec le public ou pour ceux même qui sont en télétravail, on l'a déjà abordé dans le précédent webinaire sur le télétravail. On vous retransmettra évidemment tous ces documents sur notre onglet ressources open access sur notre site internet. Très, très rapidement, je m'en occupe, notamment de la rediffusion des webinaires. Donc maintenant, sur le plan judiciaire, comment ça se passe? On se sent stressé. On dit subir un harcèlement managérial ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les premières choses à faire, c'est toutes les préconisations de notre coach Anne Trester. Ça, c'est bien évidemment, c'est incontournable. Et je vais vous dire, je vais vous donner mon retour d'expérience de juriste. C'est d'autant plus incontournable que c'est une étape qui sera exigée par les juges auprès des conseils de prud'homme. Pourquoi? Parce que quand on se dit victime de harcèlement, entendu de manière large, il faut absolument en avoir informé son employeur, ou son manager, ou sa DRH, ou son assistante sociale, mais en tout cas quelqu'un qui est en direct, qui connaît son environnement de travail. Et si on ne l'a pas fait, bien évidemment, il nous manquera des pièces, il nous manquera des preuves pour pouvoir attester de la réalité de notre préjudice. Donc, toutes les méthodes, les techniques qu'a abordées Anne, elles sont éminemment essentielles, elles ne sont absolument pas cosmétiques.
il faut demander à mettre en place des réunions, il faut demander à mettre en place des réunions où il y a un retour d'expérience, où on puisse discuter la manière dont tel ou tel manager a géré ses équipes. Est-ce qu'il était trop proche? Est-ce qu'il ne l'était pas assez? Comment les choses ont été ressenties? Si on ne le fait pas, il est très, 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 c'est extrêmement aléatoire de s'embarquer dans une procédure devant le CPH. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a un problème de preuve. Et ce problème de preuve, on ne peut plus accentuer par cette généralisation du télétravail. Comment est-ce que vous allez prouver que par écran interposé, parce que souvent, on sait très bien que le contact direct permet, par exemple, une forme de facilité de langage ou de désinvolture ou même parfois de pression de vulgarité. Et les écrans, en général, empêchent ça. Il est rare qu'un manager se mette à insulter ou à pressuriser d'emblée un de ses subordonnés lors d'une réunion d'équipe. Par contre, effectivement, il y a, je dirais, ces risques psychosociaux larvés, cachés. On se sent sur la sellette, on se dit, je peux peut-être être licencié, donc on met les bouchées doubles au niveau de son travail, on ne se sent pas valorisé. Et parfois, ce n'est pas une pression que nous met le manager, mais c'est une pression que nous nous mettons nous-mêmes. Donc tout ça, pourquoi est-ce que je vous expose les choses de cette manière-là? Parce que les risques psychosociaux, dont la preuve est parfois difficile dans le cadre des procédures, elle va l'être encore plus dans le cadre de cette généralisation du télétravail. Donc attention, si on veut lancer une procédure devant le CPH, il faut avoir des pièces, il faut avoir des preuves, et ces preuves seront difficilement constituables à l'ère du télétravail. Deuxième obstacle extrêmement important, et pièce ô combien précieuse, je dirais c'est la maîtresse pièce pour beaucoup de juges auprès des conseils de prud'homme, ce sont les attestations des collègues de travail. Eh bien, dans cette période encore de crise sanitaire et surtout de crise aussi économique, eh bien, plus que jamais, je crois qu'il sera très, très, très difficile d'obtenir une attestation de la part de collègues disant « Ah bah oui, j'ai vu, j'ai senti que tu étais harcelé par tel ou tel manager ». Donc, vous voyez, il y a une difficulté vraiment en termes probatoires. OK, on peut lancer une procédure. OK, on peut dire on a ressenti une forme de harcèlement de la part de notre manager ou voilà de notre employeur. Mais la difficulté est comment est-ce qu'on va prouver ça? Je vous rappelle très rapidement que le parcours d'une procédure contentieuse, c'est long, même si sur le papier, ça a été diminué, notamment avec les barèmes Macron. Aussi, c'est ce qu'a dit Maître Boubli à l'occasion d'un précédent webinaire, c'est que le bureau de conciliation a sauté, je crois, saute encore pour 2 mois. Donc, le bureau de conciliation, c'est la première étape. Et cette première étape, le temps d'y arriver entre le dépôt de la requête et la première date pour le bureau de conciliation, il peut se passer 6 mois. Donc, à moins d'être dans un contexte d'une extrême gravité, où sa sécurité physique et psychique serait en jeu, les délais des conseils des prud'hommes sont extrêmement longs et ils sont en 2 étapes et ces 2 étapes qui peuvent durer des années. Donc attention à ne pas aller directement vers une procédure contentieuse qui est extrêmement aléatoire. La seule exception que je pose, c'est le cas particulièrement grave et là, dans ce cas-là, il va falloir saisir le juge pénal, pas le conseil des prud'hommes. Précisément, il faudra engager une procédure correctionnelle et là, mettre en avant ce qu'on appelle en matière de référé, c'est l'urgence et l'évidence. Donc, il faut qu'il y ait une urgence sur le plan de la santé, il faut qu'il y ait une évidence sur le plan de la gravité. Mais encore une fois, on retombe sur nos pas sur ce que je viens de dire au départ, c'est que c'est éminemment difficile à prouver, surtout en période de télétravail. Alors, maintenant que la difficulté de la contestation des RPS dans cette période de déconfinement a été clairement exposée et qu'on a bien dit que les meilleurs, vous voyez, je ne prêche pas pour ma chapelle, que les meilleures armes, je dirais, douces armes, ce sont plutôt les armes préventives comme l'a exposé Anne. Il est très intéressant de rebondir sur la jurisprudence, pas la jurisprudence récente, parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, mais sur la jurisprudence presque récente, c'est-à-dire pré-crise sanitaire, et sur lesquelles on peut rebondir sur des thématiques qui vont peut-être être celles de futurs contentieux pendant cette période de confinement. Je vais tout de suite laisser la parole à Raphaël Buchinger. Il va notamment nous parler de 2 aspects extrêmement importants qu'on retrouve beaucoup dans la jurisprudence. C'est le harcèlement managérial et c'est le droit à la déconnexion. Raphaël, on vous laisse la parole. Oui, il vous reste 5 minutes. Alors, pardon. on peut voir donc
Donc, il y a deux aspects, à la fois le harcèlement moral managérial et d'un autre côté, les problématiques liées au droit à la déconnexion. Donc, le télétravail, qui peut notamment générer des conflits entre le salarié et son management, et notamment les supérieurs hiérarchiques, qui n'auraient pas confiance ou auraient un manque de confiance envers leurs subordonnés. Ils exerceraient une pression accrue, tout simplement parce qu'ils ont du mal à s'imaginer que les salariés soient aussi efficaces à la maison qu'au sein de l'entreprise. Donc, pour autant, le salarié ne doit pas être victime d'actes qui peuvent être constitutifs d'harcèlement moral, notamment des reproches injustifiés, des humiliations, des dénigrements ou des pressions. Donc, il y a eu un arrêt assez récent où la Cour de cassation, en 2015, avait jugé une charge de travail excessive et des méthodes de management brutales et peu respectueuses des salariés pouvaient être assimilées à des faits de harcèlement moral. Notamment, la salariée en question avait vu son état de santé particulièrement dégradé, elle avait perdu du poids brutalement et un psychiatre avait attesté notamment un développement de troubles anxio-dépressifs, des troubles alimentaires et de sommeil qui ont entraîné plusieurs arrêts de travail. Maintenant, dans le cas de ces problématiques de harcèlement managérial, il y a la problématique de l'isolement du salarié. Donc, il y a un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 février 2019 qui traite de cette problématique-là et du harcèlement moral d'une salariée en télétravail. Et la Cour, pour faire assez bref, avait retenu notamment le fait que la salariée avait été isolée, contrairement à ce que son poste indiquait, et que la Cour d'appel, qui avait relaxé l'employeur, n'avait pas retenu les différentes attestations qui étaient produites par d'autres salariés qui avaient été victimes de même faits de harcèlement moral. Ils pouvaient se rapprocher du harcèlement sexuel, mais c'était des faits de harcèlement moral. Et n'avait donc pas retenu les différents éléments qui étaient apportés par la salariée. Donc, il y avait des difficultés à le prouver vu qu'elle se trouvait en situation de télétravail, mais qui étaient avérées. Et donc, la Cour de cassation avait notamment caractérisé cette notion d'isolement du salarié qui était constitutif, en plus des autres agissements, de harcèlement moral. Enfin, sur le harcèlement managérial, je rapporterai encore 2-3 exemples. Le harcèlement moral, c'est l'article L1152-1 du Code du travail, qui dispose aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail. Et notamment, dans différents arrêts, la Cour de cassation a pu revenir et décider que les méthodes de gestion qui étaient mises en œuvre par un supérieur hiérarchique, notamment une pression continuelle sur les salariés, des reproches incessants ou des ordres et des contre-ordres dans le cadre du travail et dans l'intention de diviser les équipes, pouvaient constituer des faits de harcèlement. Un autre exemple, un peu plus récent, dans lequel le supérieur hiérarchique avait une attitude irrespectueuse vis-à-vis de ses subordonnés, malgré l'ancienneté de la salariée. Et la Cour avait jugé que ces agissements répétés par le supérieur hiérarchique portaient atteinte aux droits et à la dignité de la salariée et donc altéraient sa santé. Et le harcèlement moral, qui avait entraîné une inaptitude professionnelle de la salariée, a donc pu être caractérisé et le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Et enfin, par rapport au droit à la déconnexion, alors depuis la loi travail, l'article L 4121-1 du Code du travail soumet l'employeur à cette obligation de garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et il y a notamment la mise en place du droit à la déconnexion. Alors, l'employeur, normalement, est obligé de négocier avec les syndicats lors de la négociation annuelle obligatoire la mise en place d'une charte relative au droit à la déconnexion. Cependant, si, à défaut de charte, il n'y a normalement pas de sanction de l'employeur pourra être sanctionné, et notamment
en 2018, la Cour de cassation avait estimé que l'employeur était tenu de verser des indemnités d'astreinte à un salarié qui avait l'obligation de rester en permanence disponible au moyen de son téléphone portable pour répondre aux appels d'urgence et prendre des mesures nécessaires. Donc, c'est cette absence de droit à la déconnexion, et notamment dans le cadre actuel du télétravail où des managers pourraient demander aux salariés de rester connectés, de répondre au téléphone, même en dehors de leur temps de travail, pourront, dans le cadre de contentieux, être qualifiés comme un temps d'astreinte et donner droit à des indemnités aux salariés. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette synthèse rapide de la jurisprudence pertinente en la matière et principalement, je le répète, toutes les notions de harcèlement managérial et de droit à la déconnexion. Je vais conclure ce webinaire en rappelant donc, mais c'est très important, excusez-moi d'en rajouter, c'est qu'il faut absolument, si on sent qu'on est sur la sellette, si on se sent pressurisé, il faut en informer son employeur. Pourquoi? Parce qu'il faut espérer que, dans le meilleur des cas, tout soit résolu amiablement, gentiment au sein de l'entreprise. Et si ça ne marche pas, eh bien, ce sera une preuve que vous avez informé de votre malheur et de votre mal-être auprès de votre employeur. Et puisque l'employeur, comme l'a dit Léa, a une obligation de résultat, s'il n'a pas pris en compte votre demande, si elle n'est pas complètement surfaite ou extraterrestre, eh bien, vous pourrez aller légitimement vers un contentieux. Mais il faut d'abord en avoir informé l'employeur et avoir tout tenté en interne pour essayer de résoudre la problématique. Si cette problématique n'est pas résolue, il faut des preuves, il faut des pièces. Donc, comme vient de le dire Raphaël, c'est que les pièces qu'on pourrait avoir, ce seraient des mails, ce seraient des SMS, ce serait voilà, des sortes de captures vidéo sur un temps beaucoup trop long en termes de temps de travail. Ça pourrait même être sur le plan pénal l'enregistrement d'une conversation avec un manager qui vous parlerait mal en dehors d'une réunion collective, d'une visioconférence. Ça, c'est une preuve en matière pénale et aussi devant les conseils des prud'hommes. Donc, c'est à ne pas négliger. Bien évidemment, il ne faut pas trop rentrer dans ce système un petit peu paranoïaque. Mais en tout cas, si vous avez l'impression que vos relations sont délétères, se désagrègent, eh bien, vous pouvez enregistrer les conversations. C'est une pièce maîtresse devant les conseils des prud'hommes. Et bien évidemment, parfois, le harcèlement managérial, comme l'a expliqué Raphaël, ça ne vise pas simplement une personne, ça peut viser une équipe. Et bien, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à faire… Alors, la class action, une action de groupe, n'existe pas vraiment en termes de RPS, mais en tout cas, l'un et l'autre, vous pouvez vous aider, vous soutenir, être solidaires et attester les uns pour les autres. Donc, en conclusion, oui, on est dans une période un petit peu spéciale où, comme l'a dit Anne, on dramatise pas, mais en même temps, on se noie pas dans cuicui les petits oiseaux, c'est merveilleux le télétravail. On essaye de trouver des solutions concrètes et adaptées à l'organisation de chaque structure, de chaque équipe, et on essaye d'identifier la manière, on va dire, l'aspect, on va dire, polymorphe, tous les visages que peuvent prendre les risques psychosociaux en cette ère de déconfinement. Donc, n'hésitez pas, quand vous accompagnez vos agents et salariés, à essayer dans un premier temps de leur faire une sorte de questionnaire que vous soumettra Anne pour leur poser les bonnes questions, pour voir si dans un premier temps, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas gentiment en interne. Et si ça n'est pas possible, eh bien, vous n'hésitez pas à leur distribuer, si vous voulez, des bons de consultation juridique dématérialisés que je vous transmettrai. Ou alors, tout simplement, vous pouvez leur dire de m'appeler. Moi, je les orienterai vers les avocats spécialisés ou moi-même, puisque je me suis spécialisée avec les années sur tout l'aspect médiation, négociation en droit social. Donc, voilà, avant d'y aller avant d'aller tête baissée vers des procédures ou de solliciter un délégué du personnel ou de rentrer dans des relations peut-être qui pourraient paraître par trop délétères, eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre des conseils auprès d'un avocat pour savoir comment orienter sa problématique. Je vous éclaire sur un dernier point, et là qui est extrêmement important. J'ai mis en lumière le fait que, attention, il ne faut pas y aller tête baissée.
Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus sous-évaluer les risques psychosociaux. On rencontre aussi en ce moment beaucoup de mal-être, à savoir que des gens s'investissent on ne peut plus dans leur travail, ne retrouvent pas la reconnaissance, vont doucement, malgré le télétravail, dans une forme de burn-out, à la fois familial ou professionnel. Et ça, c'est évidemment pas à sous-évaluer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut poser les bonnes questions aux personnes que vous accompagnez pour bien identifier la problématique. Il y a des risques psychosociaux qui peuvent se régler gentiment. Vous avez des risques psychosociaux qui sont véritablement très prégnants et qui mettent en jeu la santé physique et psychique du salarié ou de l'agent que vous accompagnez. Et là, il faut absolument pas, vouloir camoufler les choses ou mettre les choses sous le tapis. Il faut donner aux problématiques leur juste mesure et les traiter comme il se doit. Donc, voilà, c'est ce que je vous invite à faire. On est à votre disposition pour vous apporter tous les éclairages juridiques et judiciaires nécessaires. Anne Trester, qui est là, est aussi à votre disposition pour vous aider à vous orienter sur tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence collective. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une bonne reprise pour ceux qui reprennent tout récemment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres webinars. Peut-être Anne, si vous vouliez peut-être dire, vous aviez encore quelque chose à dire. C'est parfait. Je suis d'accord, il faut prendre chaque situation et peser chaque situation. Non, moi je vous souhaite tous une bonne journée aussi. Voilà. Merci Léa, merci Raphaël pour vos éclairages juridiques, judiciaires et jurisprudentiels. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à télécharger donc dans Files la documentation qu'on a pris le temps de vous rédiger et qui sera extrêmement utile pour vous pour orienter vos agents et salariés. À très bientôt. Au revoir.